Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Jason Paré et je suis très heureux de vous présenter un nouvel épisode de L'Étrange Programme, votre magazine consacré à la culture de l'étrange et de l'insolite. Au programme cette semaine, nous recevons Julien Fonfred, l'un des deux programmateurs de la Cinémathèque interdite. En chronique, Frédéric Moreau revient sur le projet théâtral 26 lettres, abécédaire des mots en perte de sens d'Olivier Chouanière. Élise Lucien-Henri Pain nous parle des recueils féministes Caresses magiques. Finalement, Alexia Sotton nous présente un reportage sur l'exposition Animaux à corps ouvert présentée au Centre des sciences de Montréal. Mais pour débuter, voici les étranges en bref. Executed. 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 Canada. Nous avons appris récemment que les billets de banque canadiens n'étaient pas destinés aux végétariens. En effet, suite à une controverse en Angleterre au sujet des nouveaux billets de 5 livres faits en polymère et contenant donc une très petite quantité de suif, une émission de CBC a vérifié si c'était aussi le cas pour la devise canadienne. Résultat, nos billets de banque, également faits en polymère, contiennent effectivement un peu de graisse animale. Rien n'indique par contre si nos billets de banque sont cachers ou halal. Japon. On demeure toujours dans le monde animal avec cette récente histoire d'un parc d'attractions japonais qui proposait de glisser sur une patinoire tout en contemplant sous ses pieds 5000 silhouettes de poissons congelés. Cette idée insolite, dont l'objectif était de donner l'impression aux visiteurs de patiner sur la mer, a rapidement provoqué un tollé au pays du soleil levant. Désolé par la tournure des événements, le parc Space World a décidé de faire fondre la glace, une opération qui devrait prendre une semaine. Je me demande s'il y aurait eu le même genre de controverse si le parc avait utilisé des bâtonnets de poissons. Afrique. Selon un récent rapport, de plus en plus d'éléphants naîtraient sans défense, particulièrement les femelles. De nombreux experts croient que le braconnage serait l'une des causes de ce phénomène. On apprend d'ailleurs dans l'étude que dans les régions d'Afrique qui sont très peu affectées par le braconnage, les femelles sans défense ne représenteraient en moyenne que 2 à 6 % de la population. À l'inverse, dans les zones où le braconnage connaît une forte activité, ces taux sont extrêmement élevés, avoisinant par exemple 33 % dans le parc national de Gorongosa au Mozambique et 98 % dans celui des éléphants d'Ado en Afrique du Sud. Si je comprends bien, ce sont donc des éléphants qui sont sans défense face au braconnage, qui n'ont plus de défense pour se défendre. C'est ça? France. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le 4 décembre dernier le décès de Gottlieb, un auteur de BD reconnu comme le père du magazine satirique Fluide glacial. Né le 14 juillet 1934 à Paris, dans une famille d'origine juive hongroise, le petit Gottlieb a passé l'occupation caché dans une ferme normande pour échapper aux rafles anti-juives. Il crée le personnage de Guéluron dans l'hebdomadaire Vaillant en 1962, puis rejoint le pilote de René Goscinny, où il lance en 1968 les rubriques à braque. Si Gottlieb ne dessinait pratiquement plus depuis les années 80 à cause de l'usure de ses mains, sa mort représente une grande perte pour le milieu de la BD. Angleterre. Des scientifiques seraient parvenus à stocker des déchets nucléaires dans des diamants. En tant que substance la plus dure connue, le diamant bloque complètement le rayonnement radioactif, tout en permettant de produire de l'électricité. Cette technique permettrait de concevoir des batteries pas très puissantes, mais munies d'une très longue durée de vie. Par exemple, en utilisant le carbone 14 comme matériau source, cette durée de vie est même estimée à plus de 5000 ans. Ah! Ça doit être cool de recevoir ça comme bague de mariage. En plus, tu peux recharger ton iPhone dessus. Wow! États-Unis. Qu'arriverait-il si un dysfonctionnement du vaisseau spatial obligeait les astronautes à passer plusieurs jours dans leur combinaison? Comment faire en sorte qu'ils puissent rentrer sur Terre sans être intoxiqués, voire tués par leurs déchets corporels? C'est la question que pose la NASA et la population a jusqu'au 20 décembre 2016 pour lui proposer un système d'évacuation des excréments intégré à la combinaison spatiale. Récompense, 30 000 $ américains. Donc, si je comprends bien, la NASA a besoin d'une sorte de pot d'échappement pour leur combinaison spatiale? Je pense que j'ai une idée qui s'en vient. Excusez-moi. Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre l'Étrange Programme sur Twitter ou sur tcftv.ca.
comme première chronique ce soir, nous recevons Frédéric. Alors, salut. Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien. Alors, tu viens nous parler d'un livre qui a été présenté par la suite comme une pièce de théâtre. Oui, effectivement, un livre en fait qui a été édité d'après une lecture qui a été organisée par Olivier Chouanière. Donc ça s'appelle 26 lettres abécédaires des mots en perte de sens. Désolé, ma diction, c'est très complexe. Donc cette idée est la suivante, très originale de Olivier Chouanière. Il voulait créer une pièce de théâtre, parce que pour lui c'est vraiment une pièce de théâtre, à partir de 26 lettres de l'alphabet qui, eux, inspirent 26 mots qui ont été un peu galvaudé à l'époque, donc en 2014. Okay. Galvaudé veut dire un peu utilisé, dont on a changé le sens, dont on a un peu trop utilisé. Okay. Alors, par exemple, on a des mots comme quétaine, progrès, québécois, radical, universel. Alors, c'est des auteurs, c'est 26 auteurs, qui écrivent une lettre à la personne qu'ils désirent et qui va... Une lettre à partir d'une lettre. Une lettre à partir d'une lettre, okay, voilà, exactement. Okay, je te suis. Qui s'adresse à la personne qu'il désire et qui va réellement être envoyée. Ah, oui. Alors, il y a vraiment quelqu'un qui va la recevoir. Peut-être que pour les extraterrestres, il n'y a personne qui va la recevoir, mais... C'est plus difficile. C'est plus difficile, c'est plus difficile. Pas que Post Canada, non. C'est mieux d'utiliser les courriels, au moins. C'est un peu plus long, ouais, effectivement. C'est ça. Alors donc, pourquoi 26 lettres abécédaires des mots en perte de sens? Parce que justement, Olivier Chouanière, à travers ce recueil-là, et c'est pas du tout un travail trop intellectuel, difficile à lire, pas du tout. C'est vraiment des émotions à vif, très sensibles. Okay. Et donc, des mots en perte de sens. Pourquoi? Parce que Olivier Chouanière trouve que le vocabulaire, le questionnement sur les mots, sur le langage est plus ou moins courant aujourd'hui et on prend pas le temps de se questionner sur les mots. Quoi de mieux qu'un auteur de théâtre pour se questionner sur les mots? Effectivement. Alors, et quoi de mieux que 26 auteurs de théâtre pour se questionner sur les mots? C'est encore mieux. Voilà. Alors, veux-tu un extrait de la préface? Vas-y, vas-y. Parfait. Ma soudaine nostalgie de la lettre vient peut-être du fait que je trouve de moins en moins d'espace dans ma vie pour aller au fond des choses. Et comme on dit, pour parler des vraies affaires. Mais si je t'écris aujourd'hui, il écrit à sa fille, ce n'est pas pour te parler d'économie et d'emploi, contrairement à l'actuel gouvernement du Québec qui en a fait son slogan lors de la dernière campagne électorale. Alors, donc, naturellement, on est en 2014, mais déjà, ça vous donne le ton du recueil où on s'amuse vraiment à traiter de plusieurs thèmes, un après l'autre, et naturellement, ça suscite beaucoup la réflexion. Super. Tes impressions? Mes impressions, c'est un excellent recueil. J'adore ça parce que c'est des visions excessivement différentes. C'est de Larry Tremblay, qui est un auteur d'expérience, qui en a écrit des pièces de théâtre, jusqu'à Guillaume Girard ou Marie-Hélène Larose-Truchon, qui est sortie il y a récemment de l'École nationale de théâtre. Okay. Donc, il y a vraiment une très, très grande perspective et c'est très agréable à lire parce que c'est toutes des petites lettres. Donc, pour le soir, excellente lecture, excellente source de réflexion aussi. Et pourquoi pas, pour le temps des fêtes ou pour tout autre rassemblement familial, ne pas lire une lettre, puisque elles sont toutes très polémiques. Ah oui, alors, okay. Elles sont, pas toutes, mais presque toutes assez polémiques. Alors, elles peuvent vraiment susciter la discussion. Pourquoi pas ne faire du théâtre chez vous? La discussion ou l'obstination, sont polémiques ou... Les deux sont si proches. Oui, OK. Ah, c'est le bon théâtre divise, disait Bertolt Brecht. Et là, tu avais dit qu'il y en avait eu deux. Alors, est-ce que... Oui, il y en a juste un qui a été publié. En fait, il y a eu deux lectures, une en 2013 et une en 2014. Et c'est la version de 2014 qui a été publiée. Peut-être Olivier Chouanière refera ça un jour, on ne le sait pas. Parfait. Puis ça avait été lu où? Est-ce que tu l'as dit? Ça avait été lu au Théâtre d'aujourd'hui. Au Théâtre d'aujourd'hui. Oui. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, c'est maintenant le moment de vous présenter notre étrange séquence de la semaine. Est-ce que tu connais Grace Jones? Non, je connais pas. Explique-moi. Je t'explique. Alors, c'est une mannequin, chanteuse, actrice. On a pu la voir dans un des James Bond, dans Conan le Destructeur. Alors, c'est une publicité de voiture mettant en vedette... en passant, Grace Jones était d'origine jamaïcaine. Alors, c'est une publicité de voiture qui la met en scène. Allons voir ça. CX2, la
Sauvage. C'est maintenant le moment de notre entrevue. Nous recevons aujourd'hui l'un des programmateurs de la Cinémathèque interdite, Julien Fonfred. Alors Julien, bonjour. Bonjour. Pour commencer, on te connaît un petit peu pour être le programmateur de la section Temps Zéro au Festival de Nouveau Cinéma. C'est quoi la ligne éditoriale de ce programme-là, FNC? Alors c'est l'éternelle question, j'aimerais bien le savoir aussi, mais en même temps, une ligne directrice, c'est du plaisir, toujours du plaisir, on peut dire, d'une certaine manière, parce qu'il y a cette volonté de découvrir des choses différentes, de voir des films qui bousculent un peu, qui surprennent, d'avoir un vrai plaisir de spectateur. Je pense que l'idée de départ, c'était ça, et d'avoir des gens qui aiment ensemble aller voir des films dans une salle de cinéma pour voir des choses différentes, en fait, et qui sont aussi du vrai bon grand cinéma. Ça fait combien de temps qu'elle existe, cette section? Ça doit faire 12 ans maintenant, déjà, je crois. Oui. Okay. Oui. Est-ce que c'est le même objectif avec la Cinémathèque interdite? Alors, d'une certaine manière, oui, c'est ça. Alors là, on va essayer de retrouver exactement ce même type de plaisir, de voir des films qui décalent un peu la norme, tout en étant, pareil, du très bon ou du très grand cinéma, ou d'une certaine manière aussi un cinéma qui divertit et qui a une certaine poésie à tous les niveaux, et d'avoir ce plaisir de cinéma, ce plaisir de découvrir quelque chose, ou de redécouvrir, parce qu'il y a plein de films que moi on a passés là dernièrement, que j'avais vus, pas tous, mais que c'est ça, les voir sur un écran en 35 mm, c'est quand même assez extraordinaire. Je ne pensais pas avoir la chance dans ma vie, quoi. Les projections, ce sont des programmes doubles, donc un peu comme à l'ancienne. Exactement. Et là, il y en a eu 7 jusqu'à maintenant. Pour donner une petite idée à nos téléspectateurs, quel genre de film qui a été présenté jusqu'à maintenant? Alors c'est ça, c'est que, quels sont les films qui ont été présentés? On va faire un peu large aussi, on va essayer de trouver des dynamiques différentes à chaque fois. Alors il y a eu un spécial New York par exemple, avec Escape from New York de John Carpenter, suivi des Rats de Manhattan, un film d'exploitation italien qui était absolument génial à voir dans cette salle. Ouais. Moi je l'avais vu avant, je l'ai revu là, doublé en français. C'était extraordinaire. Il y a eu le film de John Landis, Schlock. On a fait un spécial dysfonction familiale japonaise avec un film de Sogo Ishii. Est-ce qu'il y en avait un de Takashi Miike? Non, il n'y avait pas de Takashi Miike. Bon oui, tout à fait. familial. Et le dernier était un spécial western italien avec le magnifique Cour et une version de Hamlet en western italien, un film qui s'appelle Johnny Hamlet. D'ailleurs, ce sont souvent des doublages français qui Oui. sont, tu viens de le mentionner avec le cas des Rats de Manhattan, ce qui peut paraître comme un sacrilège aux yeux de certains cinéphiles. C'est quoi la motivation derrière le fait de présenter des films doublés? Alors au départ, oui, ça me posait un problème, dans le sens où il y a cette espèce de ligne cinéphile un peu puriste. Mais après, il y a la réalité d'aller fouiller les archives de la Cinémathèque. C'est des films qui ont eu des visas d'exploitation à l'époque au Québec, qui étaient doublés en français. Après, d'une certaine manière, s'installe le fait que c'est comme ça qu'on les a tous vus, ces films-là, qu'on les a découverts, jeunes, enfants, là, tous ces films interdits, tous ces films un peu bizarres, tous ces films que peut-être les parents disaient « mais qu'est-ce que tu regardes comme connerie encore ?» ce genre de film qui façonne un vrai imaginaire d'enfance et de cinéma. Donc voilà, donc il y a cette idée de retrouver un truc un peu pur dans cette manière de regarder des films et le cinéma. Ça appelle à la nostalgie, finalement, un peu. Tout à fait. Alors par contre, c'est des films qui sont quand même extrêmement contemporains et on va dire très, très modernes d'une certaine manière. C'est quand même des films qui étaient beaucoup à l'avant-garde à l'époque, en essayant plein de choses justement. Après j'avais vu la Cinémathèque française, par exemple, ils ont aussi une série comme ça qui s'appelle le Cinéma Bis. Cinéma Bis, c'est ça. Et là j'ai vu qu'il est passé en français aussi. Donc il y a ce truc d'essayer de retrouver quelque chose qu'on a découvert à l'époque comme ça. C'était le seul moyen de les voir, ces films-là. Et en même temps, d'un autre côté, parce que là, il y avait eu le film de Bava, on parlait des Rats de Manhattan ou de Western Spaghetti, les Italiens étaient reconnus, entre autres, pour ne pas tourner avec du son synchrone. Donc, il n'y avait pas de prise de son pendant le tournage. D'une certaine manière, est-ce qu'il y a, dans ces cas-là, il y a vraiment des versions originales? Alors non, en fait, dans les films italiens, il n'y en a pas. On ne sait pas quelle est la version originale. En fait, un acteur français jouait avec un acteur italien qui jouait avec un acteur américain. Et chacun parlait sa langue. Et c'est à la fin qu'on doublait tout, de toute façon, en anglais, en français, en allemand. Donc oui.
Donc, Et même les des doublages fois, il y en a fran- qui parlaient même pas. Il semble que certains ne faisaient que compter Ah, un certain oui, nombre oui, de oui, temps tout à fait. pour la longueur de la Mais ce qu'il faut lecture. savoir, c'est que les doublages français étaient vraiment chouettes à l'époque en plus. C'était des vrais acteurs, ça l'est encore, mais c'est pas la même chose. Je veux dire, on a passé le film Schlock de John Landis, Ouais. que j'avais jamais vu avant, que j'ai revu pour cette projection, et en fait, donc je l'avais vu en DVD en anglais. Et là, la version française, mais elle est démentielle. Ah ouais? Elle est complètement démentielle. Plus de sensibilité C'est complètement absurde en fait. Les doubleurs s'en sont donnés à cœur joie pour rajouter une couche de surréalisme sur tout le dialogue. Et en fait, c'est une super version. Là, le film est meilleur comme ça que dans sa langue originale. Des fois, on fait Donc, face à un autre film, tout simplement. avec, Tout à fait. Est-ce qu'il va y avoir d'autres projections, d'autres thématiques annoncées déjà? Ou... Alors, il va y avoir, si je ne me trompe pas, une projection le 21 janvier. Donc là, c'est ça. On est en train de fouiller, de tester des copies en ce moment. Alors, on peut peut-être le dire en exclusivité. Oui, oui. Alors, c'est ça. On essaie de voir en ce moment si on peut passer Piranha 2, le premier long métrage de James Cameron, donc avec des piranhas qui ont muté dans ce deuxième volet. Et C'était ils une ont des production ailes. Roger Corman, mais pour laquelle il avait Exactement. déjà fait Ouais, des ouais. tâches en tant que technicien. Tout à fait, oui. Il y a plein de séquences sous-marines et tout ça, donc c'est très rigolo. Et en fait, on reconnaît vraiment James Cameron. Et donc voilà, les le piranhas deuxième? volent. Et le deuxième, ce sera Razorback de Russell Mulcahy. Oui, celui qui Et a donc, fait Highlander. entre Exactement, autres. exactement. Razorback, c'est mieux. Oui, C'est oui, ça. oui. En tout cas, moi, j'aime bien Alors, Highlander pareil, mais c'est un film un australien. sanglier géant tueur dans le fin fond de l'Australie. Et voilà, donc il fait très peur, il a des grandes défenses. Est-ce que tu peux nous parler en terminant un petit peu de ta collègue avec qui tu fais la programmation qui s'appelle Apolline Caron-Otavi? Tout à fait, donc ça se fait à deux, donc Ouais. avec Apolline. Donc ensemble, nous fouillons les archives de la Cinémathèque québécoise. Donc voilà, c'était ça le mandat, on les a approchés, ils ont eu l'extrême générosité de nous faire confiance. Et donc on fouille, on regarde, on essaye de décortiquer les titres. C'est pas évident, on est devant un ordinateur un peu étrange. C'est ça. Apolline, ouais. elle écrit pour le 24 heures? Pas le 24 heures, le 24 Ouais. images. Apolline est journaliste à 24 C'est ça. images. Puis Elle est-ce qu'elle travaille travaille pour sur le RIDM? RIDM, tout Oui, à ok. fait. Qui est un festival de documentaires, en fait, Voilà. à Montréal. Voilà, et elle est très très cinéphile. Et donc voilà, et après on en discute, on essaie de trouver des thématiques, des choses comme ça. Super. On rappelle la prochaine date? 21 janvier, je crois. 2017. 2017. À la On a une Cinémathèque page québécoise. Facebook, Oui. la Cinémathèque interdite, donc là on annonce tout un peu avant. Puis, Parfait. Bon, voilà, on va faire puis il faut apparaître, venir, quoi. on va faire apparaître cool. l'adresse en bas de l'écran. Très Et là, bien. on sera là sans faute. Très bien. Ben super, ben merci beaucoup. Ben, merci à vous surtout. Alors, c'est maintenant le moment de la pause. On revient tout de suite après pour notre reportage de la semaine. Vous êtes de retour à l'étrange programme. C'est maintenant le temps de vous présenter notre reportage de la semaine. Alors, Alexia, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu viens nous présenter cette semaine? Alors, on est allé à l'exposition Animaux à corps ouvert présentée au Centre des sciences de Montréal. C'est une exposition qui montre des spécimens qui sont créés par le procédé de plastination. OK. Donc, en fait, c'est des animaux morts qui sont plastifiés pour qu'on puisse voir toute leur musculature et leur ossature. Un peu à l'image de l'exposition qu'il y avait eu avec des êtres humains, je crois. Ouais, exactement. C'est la même équipe qui a réalisé ça. Et honnêtement, c'est vraiment fascinant. Je pensais pas aimer et ça vaut le détour. Et c'est accessible au public jusqu'à quand? Jusqu'au mois de mars de l'année prochaine, il me semble. 2017. Ouais, Parfait. exact. Allons voir ça. Waouh ou bien arc, c'est peut-être ce que vous vous direz en découvrant l'exposition Animaux à corps ouvert présentée au Centre des sciences de Montréal. En tout cas, une seule façon de le savoir, suivez-nous. Mais cette exposition, en fait, origine d'Allemagne et c'est un scientifique, Gunther von Hagens, qui est anatomiste, qui a mis au point, dans le fond, le processus de plastination.
Alors cet homme-là, depuis qu'il est tout petit, il est fasciné par le corps humain, mais aussi par le corps des animaux. Donc, il a mis au point ce processus-là. Et depuis le début des années 2000 à peu près, il a commencé à mettre en circulation des expositions qui mettaient en vedette les spécimens qu'il a plastinés lui-même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer techniquement un petit peu le procédé utilisé de la plastination? En fait, à la base, le processus est simple. Il y a une succession de bains dans lesquels on va plonger le corps pour évacuer l'eau. Donc, on va passer par le formol, l'acétone. Et ensuite, une fois que l'eau est bien évacuée des tissus, on va injecter dans le système circulatoire un plastique qui va donner la forme. Et ensuite, tout ça va être imprégné d'un autre plastique, d'une forme de silicone qui va, dans le fond, prendre la forme des muscles et des tendons. Donc, c'est comme si on voyait les muscles, les tendons eux-mêmes, mais ils sont devenus du plastique. Qu'est-ce qui attire le public ici et quel genre de réaction ils peuvent avoir? Mais je pense que ce qui attire, c'est la beauté des spécimens. C'est extraordinaire de voir les animaux, mais sous cet aspect-là, c'est complètement inusité. Et puis, je pense que ça plaît beaucoup aux enfants. Le lien entre les enfants et les animaux, on le sait, c'est quelque chose, il y a un lien qui est très fort. Mais là, de voir les animaux autrement, sous un autre jour, c'est absolument fascinant. Moi, je trouve ça même fascinant de juste venir dans l'expo puis de voir la réaction des visiteurs qui sont émerveillés, dans le fond, par la beauté puis par le détail et la complexité des systèmes. Parce qu'on se rend compte, finalement, que on se ressemble tous, on est tous fabriqués sous le même modèle. Nous recevons maintenant Élise qui vient nous parler de littérature. Alors bonjour. Salut, allô. De quel livre? En fait, c'est des recueils que tu viens nous parler. Oui, on va parler de recueils, on va parler de Caresse Magique en fait. Donc à la base, c'est une plateforme féministe en ligne, donc c'est un site, caressemagique.com, où les femmes sont amenées à publier des reportages sur leur sexualité, donc sans tabou. Des reportages ou des témoignages? Des témoignages, excuse-moi. Okay. Qu'elles soient hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles ou pas encore sûres. Ou queer ou... queer, tout. L'acronyme. Oui, toutes les femmes sont bienvenues. C'est un projet qui est né, c'est une collaboration de Sophie Bédard, Sarah Hébert et Sarah Gagnon-Piché. Donc, qui sont toutes des femmes aux positions artistiques et puis intéressées par le travail social, qui ont créé Caresse Magique. Qui sont tous assez jeunes. Je pense qu'il y en a qui sont nés en 90, 80. Ben, c'est fin vingtaine, début trentaine. Donc, oui, à peu près genre entre 27 et 33 ans, mettons, là, quelque chose comme ça. Et comment se présentent les livres, en fait? Donc, c'est des recueils de témoignages, comme tu disais. En fait, à la base, c'est de répondre à un manque d'éducation sexuelle, surtout. Donc, on est dans évidemment, on le sait, on a une société qui est très hétéronormative. Il y a vraiment un clash entre la sexualité des femmes et la représentation qu'en font les médias. Et surtout, en fait, le premier tome porte surtout sur la relation auto-érotique. Donc, le gros tabou qui est au cœur même de Caresse Magique, même si on va parler de fantasme, de plaisir, d'orgasme, etc., c'est la masturbation féminine surtout. Ah oui, c'est encore un tabou de nos jours, en 2016, la masturbation On en féminine? parle très peu. Il y a beaucoup de femmes qui vont nier le faire ou qui vont s'empêcher de le faire parce qu'elles ont honte, parce qu'elles se sentent perverses. Donc, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup, surtout au cœur du premier tome. Le deuxième parle des mécaniques, je ne sais plus comment eux appellent ça, mécaniques mentales. Donc, en fait, tout le système de pensée, le monologue qui se joue à l'intérieur des femmes dans leur relation sexuelle, dans leur relation à leur corps. OK. Puis c'est pas seulement des témoignages, il y a des illustrations. Est-ce qu'il y a même des BD à l'intérieur? Ou... Il y a des illustrations, il y a des BD, illustrations. Donc, chaque texte, ou presque, parce que je pense qu'il y a quelques exceptions, s'accompagne d'une petite illustration en noir et blanc. Okay. Puis, on a aussi des illustrations en couleur, donc que ce soit des collages, des photographies, des dessins, de la peinture. Au niveau des textes aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais quand même une variété.
Il y en a qui vont choisir de faire ça en poème, par OK. exemple. C'est sûr aussi que tu as des filles qui sont... N'importe qui peut collaborer, donc c'est sûr que tu en as qui ont plus de talent que d'autres. Mais C'est de l'autopublication, donc il n'y a pas un éditeur qui est passé derrière ça non plus pour... j'imagine qu'effectivement, il doit y avoir les 3 filles qui sont à la tête du Certains projet. choix C'est ça, certains choix. Et puis, un petit travail d'édition, mais tu sais, oui, tu n'as pas besoin d'être une auteure, en fait. On veut savoir ce que tu as à dire, puis que tu le dises avec des gros mots ou non, ça n'a pas d'importance, tu sais. De toute façon, c'est du témoignage, donc pas nécessairement besoin d'avoir une certaine rigueur littéraire au niveau du texte. Ça peut Exactement. être un peu plus parlé. Est-ce que c'est un livre, des livres, parce qu'il y en a 2, si j'ai compris, c'est ça? Oui. Est-ce qu'ils sont difficiles à se procurer? Est-ce qu'on peut se les acheter facilement? En fait, allez sur Caresse Magique /livre, puis là, on a toute la liste des libraires qui sont fournisseurs, ils sont peut-être 5, quelque chose comme ça. On peut aussi l'acheter en ligne. OK. Puis sur les médias sociaux, les filles sont souvent dans des foires littéraires ou des salons d'artisans, donc on peut aller se déplacer sur place. Puis est-ce que les hommes peuvent lire ça? Vu que Oui. c'est très féministe et très autour de la femme, est-ce que les hommes ont intérêt à lire ça? C'est sûr que ne serait-ce que pour, bon, évidemment, la présentation, c'est vraiment des super beaux livres. C'est certain que tu risques pas comme homme de t'identifier à la fille qui parle, mais peut-être de reconnaître des patterns chez certains de tes amis ou de penser à des situations que tu as vécues, des choses que tu as entendu dire. Puis en fait, juste d'avoir une vision plus diversifiée des femmes. Puis Peut-être ouvrir les consciences aussi par rapport ouvrir à les une réalité consciences, qu'on est- évidemment, avec oui. laquelle on n'est pas habitué. Et c'est il y a un côté très subversif, très cru dedans Caresse Magique aussi. Là, je parle pas forcément par rapport aux hommes, mais un lectorat plus large qui pourrait faire en sorte que certaines personnes pourraient ne pas apprécier leur lecture, peut-être. OK. Ça C'est peut choquer très, certaines personnes. ça peut choquer certaines personnes, c'est très frontal, on parle des choses comme elles sont. Puis même du côté dessin aussi, des fois, il n'y a aucune censure. Il y a un peu de nudité. Il y a un petit peu de nudité. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, merci à toi aussi, Fred. Merci. C'est ce qui met fin à notre émission ce soir. On se revoit la semaine prochaine.